Bonjour, notre intervention intitulée Philosophie de John Rawls entre le droit et justice. Le philosophe américain John Rawls, 1921-2002, professeur à Harvard, a profondément marqué la problématique de la philosophie morale et politique du XXe siècle. Son œuvre est un système plutôt été rattaché à l'idée de justice distributive, l'équité. Elle est essentiellement composée de trois ouvrages. La théorie de justice, 1961-71, puis le libéralisme politique, 1993, centré sur la possibilité d'arriver à un consensus moral sur la justice dans de sociétés modernes traversées par le fil du pluralisme, en particulier le dit pluralisme métaphysique, pour l'essentiel religieux. L'État ne soutient aucune conception du monde et aucune théorie morale générale. Fidèle libéral ne doit être la seule qui soit en mesure de soutenir les principes libéraux du consensus par recoupement. Enfin, le livre intitulé Le droit de Jean, 1999, aborde prudemment la question de la justice internationale sans affirmer qu'il s'effraie de simplement généraliser les principes mis en évidence précédemment. Rawls s'est proposé de fournir des principes de justice susceptibles de fournir une base morale aux démocraties modernes en combinant de manière originale nos idéaux républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Sa théorie se situe dans la tradition contractualiste, essentiellement kantienne. Elle s'oppose directement à la grande tradition utilitariste dominante dans le monde anglo-saxon lorsqu'il débuta son entreprise et à laquelle il reproche de ne pas défendre le droit de la première personne. Selon l'approche proposée dans la théorie de justice, toute personne rationnelle ayant à choisir une conception de la justice sociale devant régler les termes de la coopération entre les citoyens d'une démocratie constitutionnelle moderne, et n'ayant en tête que l'intérêt qu'elle porte à sa propre conception de ce qui a de la valeur dans la vie, qu'elle est censée toutefois ignorer, choisira parmi les théories que la modernité lui lègue non pas le simple principe utilitariste, maximiser le bonheur total, mais une théorie pluraliste avec plusieurs principes. Mais cette pluralité est hiérarchisée comme dans un dictionnaire ordre lexical. Aucune entorse à un principe intérieur ne pourrait être fait au nom du principe postérieur. La théorie de la justice, comme écoutée, est composée de deux grands principes, dont le premier régule le droit et les libertés, et le second est les différences socio-économiques. Très généralement, les citoyens prolongés, pour ainsi dire, dans un espace que leur cache qu'ils sont, où ils sont dans l'espace social et ce qu'ils préfèrent voir d'ignorance, sont amenés à se considérer comme des personnes libres et égales, ayant à choisir des principes de leur coopération, position originelle. Craignant par-dessus toute une société de chacun pour soi, état de nature hobbesienne, elles vont préférer s'assurer un maximum de protection, même au cas où elles se retrouveraient en effet dans la pire de positions sociales, celle pour ainsi dire qu'aurait choisi pour elles leur pire ennemi.
Chacun va choisir un principe qui garantit à tous la liberté de mettre en œuvre leur plan de vie s'il est compatible avec ceux des autres, ignorant tout de leur probabilité d'appartenir à une minorité opprimée. Elles vont par prudence tout longer pour elles et leur famille est immense toute la vie, choisir comme si elle était motivée par la règle de décision dite maximine, qui enjoint de préférer ce qui me garantit la moins mauvaise situation au cas où les choses tourneraient mal pour moi. Cette règle est la plupart du temps rationnelle, car bien trop prudente. Comme l'a objecté le prix Nobel utilitariste Jean Harsney. Mais elle ne fut que guider, selon Rawls, les agents dans la position originelle à laquelle il vient de les soumettre avec le voile d'ignorance sur ce qui le singularise de telle manière qu'il s'est concentré d'abord sur ce qui voulait éviter à tout prix pour eux et leur famille. Le reste est en somme toute bon à prendre, mais moins important. J'ai oublié que j'étais en qui et en quoi je crois, mais je sais que j'ai des convictions religieuses ou athées, mais elles sont bien plus importantes que des préférences de consommateurs. J'ai évidemment intérêt à choisir un principe de justice, mais garantissant que quelles que soient les croyances des autres, que j'ignore tout autant je pourrais librement entretenir et affirmer paisiblement mes idées. L'ignorance qui m'impose la position originelle va m'amener à procéder comme si j'étais impartial, ce que je ne suis pas supposé être. Dans la position originelle, chacun est supposé être étroitement rationnel et d'un altruisme limité. Ignorant, si je suis faible ou fort, je vais préférer un principe qui me garantisse au maximum l'intégrité de mon corps et de ma personne contre les assauts des autres. Ignorant, si je suis blanc ou de couleur, je vais rationnellement préférer une société sans hiérarchie raciale. Ignorant, si je suis femme ou homme, une société égalitaire du point de vue de genre, etc. Chacun va préférer comme premier principe de justice celui qui accorde à tous les mêmes droits et libertés. Si cet ensemble de droits est compatible avec le fait que tout le monde a le même, ne sachant pas si j'appartiens à une supposée classe dominante aristocratique ou au roturier, je ne vais pas choisir une société d'ordre ou de caste, mais une démocratie où chacun ait le même droit politique, égard aux différences socio-économiques, connaissant tout de même les lois le plus général gouvernement, la société réelle. Je sais que si je désire réaliser tout au partir de ma conception de la vie de bien, il faudra que toutes les carrières soient en principe ouvertes aux talents, dont les miens que j'ignore. La position originelle oblige en quelque sorte tout le monde à s'associer à la nuit du 4 août, abolition des privilèges, mais j'ignore pas non plus que cette égalité formelle est insuffisante. Nous naissons tous avec des qualités différentes, dans des milieux sociaux et éducatifs différents, concernant donc ces deux biens sociaux premiers, les biens que chacun désire avoir, être en mesure de réaliser son projet de vie, qui peuvent être distribués de manière plus ou moins égale. Comme l'argent, je veux
nous allons tout voter pour un principe de juste égalité de chance qui a pour ambition d'atténuer le plus possible les différences de chances des citoyens selon leur milieu social. On s'éloigne par là rationnellement du libéralisme classique qui ne reconnaissait que la thèse de l'ouverture de carrière au talent, sans voir que le point de départ dans la vie n'est pas le même pour tout. On ne demandera plus en termes, par exemple, de financement public d'un système égalitaire d'éducation avec deux bourses. Le second principe de justice affirme que, sous la contrainte irréfragable de l'égalité de liberté garantie par le principe supérieur, les institutions de base de la société, État, marché, famille, doivent, par leur concours, s'approcher de l'idéal selon lequel toute personne identiquement talentueuse et motivée doit avoir la même capacité sociale d'accéder aux mêmes occupations et postes de responsabilité. Cela dit demeurer l'arbitraire moral de la distribution différente du talent par la nature, ainsi que le rôle de la famille dans l'éducation et la fructification de ce talent. On n'a pas fait figurer la justice platonicienne dans la liste de conceptions soumises au choix. Or, celle-ci, pour le gardien de sceau, la famille rend l'éducation absolument identique. Rawls sait que l'inégalité de chance repose en partie sur les attentes des parents et sur leur niveau de vie. D'autre part, il nous faut bien reconnaître que nous ne méritons pas plus nos qualités innées que celles que notre milieu familial nous a permis de développer. Certains pourraient se retrouver avec rien, ou presque, si l'on ne choisissait pas comme ultime principe celui de différence, lequel affirme que, quelles que soient nos différences naturelles, acquises ou accidentales, toute argumentation d'inégalité sociale dont les attentes que chacun peut avoir sur toute une vie profite aussi et au maximum à ce que la malchance n'a pas permis d'accéder à des occupations plus recherchées sur le marché et donc mieux rémunérées. Ce principe de différence, maximisation du niveau de vie de ceux qui ont le plus bas, moins important que ceux qui le précédaient, servira de principe régulateur aux réformes, par exemple fiscales. Il prescrit de choisir l'ordre socio-économique qui maximise la part de celui qui a le moins, de ce qui est une garantie. On a donc le principe de l'égale distribution de liberté, le principe de l'égalité réelle de chance, le principe de différence. Une augmentation d'inégalité n'est justifiable que si elle profite à tout et maximalement au plus mal loti. Comme l'on sait qu'en général, les personnes, même justes, sont motivées au moins partiellement par le niveau de leur rétribution. On acceptera le mécanisme économique fondamental des incitations, à condition que toute amélioration de sort de mieux loti serve aussi à améliorer celui de bien moins loti, réciprocité. Le principe de différence favorise toujours l'État ou ceux qui ont le moins ou ont le plus possible. Et il vient ainsi complété par une certaine idée de fraternité, les deux principes antérieurs qui exprimaient celle de liberté et d'égalité. On ajoutera que tout ceci est à penser dans le cadre de nos sociétés, considérée comme une entreprise de coopération juste. Tout le monde doit, plus ou moins, profiter de toute coopération, même si Rawls accordera qu'un minimum social absolu est nécessaire dans toute société, sans aller jusqu'à les lier au principe de différence adapté à des sociétés sorties de la misère et qui garantit un meilleur revenu que le minimum vital.
Chacun doit pouvoir exercer son sens de la justice en tant que citoyen d'une cité dont le principe garantissait le lien de l'amitié civique. Il a failli à Rawls tenter de montrer que ces deux principes, le second étant lui-même double, seraient préférés dans la position originelle à l'utilitarisme. Son adversaire principal, qui n'est pas son mérite, et en particulier aux yeux des économistes. Rawls soutient que l'utilitarisme ne dispose pas d'une conception suffisamment forte de la personne, ce qui peut l'amener à préférer un état à un bien-être de deux unités de bien-être et l'autre de six à un état où les deux jouissaient du même bien-être de trois, puisque l'utilitarisme choisit toujours ce qui maximise la quantité de bien-être. Sa somme, or, peu importe que le plus diminue le soyez plus dans l'état qui maximise l'utilité totale. L'utilitariste raisonne sur la société comme par un individu unique. S'il est rationnel de se priver d'un membre pour sauver l'individu, alors le même raisonnement tient pour le gros individu que la société. L'on peut sacrifier le bien-être des uns si cette baisse est plus que compensée par une plus grande augmentation du bien-être total des autres. L'utilitarisme ne prend pas au sérieux la distinction de personnes, affirme Rawls. Techniquement, ce dernier n'a pas besoin de concepts subjectifs tels que ceux d'utilité ou de bien-être. La société doit chercher à être juste et donc à permettre à tous de chercher le bonheur subjectif comme il entend dans le respect de la justice. Le bien premier le plus important que Rawls met en avant est celui de respect de soi-même. Aucune personne dans une société juste ne doit le perdre pour des raisons liées à la structure des institutions de la société. Ayant ce respect pour elle-même, car elle se sait respectée par les autres et protégée par les institutions sociales. La personne peut, grâce à la division du travail, à la coopération, apprécier de plus en plus ce qu'elle fait et par là même s'accomplir, principe aristotélicien. Autrui est pour moi à la fois une source d'exigence légitime et le partenaire possible d'une éventuelle coopération dont chacun profitera. Rawls propose donc à la fois une méthode de choix de type contractualiste, Locke, Rousseau, Kant, et une conception particulière de la justice issue de cette méthode. Les deux aspects de la théorie sont liés mais distincts. Il va sans dire que chacune de ces thèses a donné lieu à ces sévères critiques, à des savants commentaires herméneutiques. Il faut ajouter que concernant les modes de production que Rawls considérait comme étant susceptibles de respecter les deux principes, il excluait étonnamment l'état-providence. Encore trop capitaliste, alors que ses adversaires libertariens, Nozick par exemple, le trouvent trop socialiste, et proposait seulement les deux utopies réalistes du socialisme libéral ou du marché et de la démocratie des propriétaires avec de démocratisation du capital. À partir de 1985, et surtout dans son libéralisme politique, 1993, Rawls va modifier quelque peu son approche. Loin que la théorie de la justice soit une partie de la théorie du choix rationnel, instrumental, comme l'affirmait le texte de 1971, c'est le raisonnable, moralement, qui prend le commande. Il est hors de question de déduire le raisonnable, le sens du juste, à partir de surrationnel. La capacité à me donner un système de fin est à choisir de moyens adéquats
pour les atteindre. Les sciences économiques n'ont plus la même importance que dans la théorie de justice. Ensuite, il est affirmé avec bien plus de force que dans ce domaine, dans cette dernière, c'est ce que les sociétés modernes sont caractérisées par un irréfragable pluralisme de conceptions raisonnables de biens métaphysiquement incompatibles. Les principes de justice ne pouvaient pas être simplement justifiés en ce qu'ils correspondaient à une vision libérale complètement compréhensive de sens et de fin ultime de l'existence, comme semblait l'avoir proposé la théorie de justice. Merci. D'autres conceptions raisonnables mais non intrinsèquement libérales peuvent les affirmer tout autant de leur point de vue, par exemple religieux. L'État libéral sera autorisé à utiliser la correction pour faire respecter l'intersection commune de différentes visions complètes du monde. Sur quoi elle coïncide, mais elle sera neutre quant à leur métaphysique respective et au point de vue éthique particulier, sur la vie bonne qu'elle voulait promouvoir à condition de respecter celle des autres et la justice commune. Un athée et un croyant peuvent parfaitement se retrouver pour affirmer les principes de la liberté, d'égalité et de fraternité et celui de la tolérance. Ce qui ne veut donc pas dire que ce consensus est amoral, puisqu'il est de l'ordre du raisonnable et de la raison publique, encadrant la délibération politique. Il définit le contour d'une moralité publique adaptée à des sociétés démocratiques libérales qui comprenaient des groupes qui ne font pas reposer leur vision fondamentale du monde sur une conception en elle-même libérale. Cette vision peut être de type théologique, mais sans que cela n'entraîne des revendications théocratiques. Le juste est toujours premier en ce qu'il exclut des conceptions globales qui n'accepteraient pas dans leurs propres termes les conditions de la coopération mises en évidence dans le consensus par recoupement. On exclut ainsi les conceptions du monde racistes ou intolérantes. Celles que les acceptées sont tout aussi légitimes que les conceptions morales issues de la tradition libérale occidentale. Mais les citoyens sont supposés avoir une seule conception morale commune nécessaire, celle qui définit la justice. Toutes sortes d'associations sont le bienvenu avec leur propre conception de la vie bonne à cette condition. Dans Droit du peuple, Rawls tente de penser la justice au niveau international. Mais contrairement à plusieurs de ses disciples, il se refuse à imaginer une position originelle mondiale et à décréter par exemple que la mise en œuvre mondiale du principe de différence s'impose à tout, voulant proposer une utopie réaliste. Il prend comme une étude de base de la discussion non les personnes mais le peuple, regroupé en États-nations, intéressés au premier chef par le paix mondial. On ne leur demandera pas de détacher entièrement métaphysique et politique, en ce qu'un certain nombre d'entre eux non libéraux pourront être dotés d'une religion officielle. Mais on leur demandera de respecter le droit de l'homme et donc de ne pas persécuter leurs minorités religieuses et autres sans avoir à être une démocratie constitutionnelle. Un État digne de respect international doit gouverner une société décente.
Ces thèses des derniers Rawls n'ont pas suscité autant d'enthousiasme que les précédentes. Plusieurs auteurs rawlsiens auraient préféré une position originale mondiale, de telle manière que le principe de la différence s'applique aux personnes les plus pauvres du monde. Rawls s'y montre à la fois ouvert à la diversité du monde et prudent quant aux conditions, contraintes qu'on l'on doit réclamer de l'ensemble du peuple dont on doit exiger la décence, sans aller jusqu'à la justice complète. Il dessine le contour d'une utopie réaliste, ni nationaliste, ni cosmopolitique, alors que les libertariens de droite et de gauche sont favorables à la disparition de frontières. Voilà, est terminée notre intervention intitulée La philosophie de John Rawls entre droit et justice. Merci bien.